Nous allons commencer cet échange. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre webinaire qui est consacré à la prévention des risques professionnels. Donc, je vais d'abord laisser Stéphanie se présenter. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci effectivement de votre présence à ce webinaire. Donc, je suis Stéphanie Chaput, je suis la responsable du pôle entreprise et territoire de chez Transition Pro. Mais aujourd'hui, je laisserai la parole à Mathias qui animera ce webinaire avec nos deux expertes qu'on remercie une nouvelle fois d'être présentes. Par contre, je m'occuperai du chat. Donc voilà, je serai à côté pour si vous avez des questions, si vous avez des interventions, voilà, n'hésitez pas, puisque c'est moi qui vais gérer le chat et qui vais essayer de répondre à vos questions. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes et bienvenue. Merci Stéphanie. Donc, pour ma part, je suis chargée de développement au pôle entreprise et territoire et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette session de webinaire. Donc, la thématique que nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter est une thématique qui nous a semblé d'une importance majeure parce que de nombreux salariés sont exposés à des conditions de travail qui peuvent impacter à la fois leur santé physique et mentale. Ces risques professionnels recouvrent un large éventail de situations qui vous seront évoquées au cours de ce webinaire. C'est un sujet d'actualité aussi pour Transition Pro à l'occasion de la mise en place des dispositifs prévention, usure, reconversion et du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, dont l'objectif est de permettre aux travailleurs de se reconvertir vers des métiers qui ne sont pas exposés à des risques professionnels. L'apparition de ces dispositifs permet d'attester d'une prise de conscience à la fois collective et politique de la nécessité d'une meilleure identification et prévention de ces risques professionnels pour préserver la santé mentale et physique des personnes au travail. Pour parler de ce sujet, nous allons laisser la place à deux expertes qui vous apporteront des éclairages précieux. Madame Irène Gaillard, qui est associée à l'Université de Toulouse et à l'IPST, le CNAM, et Madame Virginie Nègre de la DRETS Occitanie. Chacune vous apportera son expertise sur la thématique. Et je vais laisser maintenant la place aux interventions de nos deux expertes. Je conclurai le propos avec quelques dispositifs de transition pro. Donc, pour vous parler de Madame Gaillard. Madame Gaillard est enseignante-chercheuse spécialisée en ergonomie pour l'Université de Toulouse et l'IPST le CNAM. Vous définirez, Irène, les risques professionnels, vous donnerez quelques pistes pour mieux comprendre comment l'analyse ergonomique permet de comprendre des risques dans des situations réelles. Stéphanie et moi, nous vous remercions pour votre présence et votre intervention et c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur et j'enseigne à l'Université de Toulouse dans les enseignements d'ergonomie, d'hygiène et sécurité du travail à l'IPST CNAM. Et je fais ma recherche au CERTOP qui s'intéresse aux questions liées au travail, à l'organisation et au pouvoir. Donc c'est de ce point de vue-là que je vous parlerai. Et je vous remercie de votre invitation dans le cadre de ce webinaire. Donc effectivement, je parlerai pas mal de messages clés que j'avais envie de transmettre aux participants sur la question des risques professionnels et on finira sur la question de l'ergonomie. La première chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est le fait que la prévention des risques professionnels n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Donc, bien évidemment, on s'en doute, voir des salariés qui ont un sourire comme ça et qui arrivent à se développer, c'est un investissement humain. Et dans cet investissement humain, on gagne des fonctionnements collectifs, voire une société en bonne santé elle-même quelque part. Donc,
C'est un investissement humain et social et c'est un investissement économique parce que nous avons plusieurs études qui montrent que le retour sur investissement dans la prévention des risques professionnels est de 2,2. C'est une étude qui a été menée, ici vous avez les chiffres, hein, bien sûr, c'est une dispersion, hein, c'est le calcul de ce retour sur investissement. Une étude faite sur 15 pays au niveau européen et aussi nous avons eu le même résultat avec l'OPP-BTP qui est quand même très concerné par la question des risques professionnels et qui a chiffré ce retour sur investissement. Donc, arrêtons de penser que la santé au travail est un coût. Elle est aussi intéressante. Et aux États-Unis, on a des calculs de gains de produits intérieurs bruts liés à des politiques, à l'investissement dans des politiques de management de la santé professionnelle. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un premier message que j'avais envie de partager avec vous. Et ensuite, j'avais envie de poser les bases un peu sur quel socle, hein, quelle notion repose la reconnaissance des risques professionnels. D'abord, tout ce qui est, c'est une construction dans le temps, hein, historique, et le périmètre des risques professionnels, c'est tout ce qui du travail porte atteinte à la santé. Alors, cette petite phrase, elle paraît peut-être évidente, mais elle définit un champ de responsabilité, responsabilité de tous, hein, des salariés comme de l'employeur. Tout ce qu'on va trouver au travail qui porte atteinte à la santé. Sachant que cette définition de la santé, elle est circonscrite par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous donne une définition assez intéressante pour penser les risques professionnels, à savoir que les risques professionnels ne sont pas seulement l'absence de maladie, hein, ou d'infirmité. La santé au travail, c'est un état complet de bien-être physique. Alors, on connaît bien, hein, santé au travail physique, on voit bien de quoi il retourne. Mental, ça a été déjà nommé. On a quand même une part importante sous l'angle des risques dits psychosociaux et aussi une santé sociale. Donc, je trouve intéressante cette définition parce que, et notamment en ergonomie, on va essayer de s'attacher non seulement à éviter des problèmes de santé et de maladie, mais la prévention, c'est aussi penser des environnements de travail où les gens vont pouvoir développer des compétences, développer de l'expérience, trouver du sens, développer des savoir-faire et finalement concevoir des situations de travail où les gens vont pouvoir maîtriser les situations qu'ils rencontrent et non pas les subir. Voilà. Donc ça, c'est un premier état. Et cette définition est une belle définition. Elle a été formulée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et elle est toujours extrêmement inspirante. La question des risques professionnels, c'est aussi une construction sociale qui repose sur des connaissances scientifiques, bien sûr. Néanmoins, hein, parce que la maladie, ça reste important, il faut l'évacuer, des connaissances médicales, des connaissances en matière de risque, de probabilité d'exposition à des dangers, avec des connaissances sur des valeurs seuil, des valeurs acceptables ou non acceptables. Mais la reconnaissance des risques, c'est une négociation sociale. Et donc, effectivement, tous ces dispositifs, Transition Pro en est une illustration, bah, c'est une demande de l'État de préserver la santé des salariés. Voilà. Et tous ces arbitrages, ils font l'objet d'accords qui sont discutés, d'accords où le patronat et les organisations syndicales vont se mettre d'accord sur ce qui est accepté, acceptable ou non dans les situations de travail. Enfin, bien sûr, tout ceci se retrouve sédimenté dans le Code du travail où nous avons un volet qui s'appelle le volet prévention, qui fixe quand même des obligations de protection, de sécurité, d'évaluation des risques qui incombe à l'employeur, mais les salariés aussi ont leur part de responsabilité, de respecter des consignes, d'utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition en termes de sécurité et surtout de signaler d'éventuels dangers.
l'idée de base, l'esprit des lois, c'est qu'il convient d'identifier les risques, hein, et non seulement de les stopper, mais de les balayer et de les éliminer. Donc, finalement, l'État demande, les dispositifs, un effort continu pour regarder ce qui se passe chacun chez nous dans nos situations de travail et les éliminer. On n'est pas dépourvu. Au-delà des connaissances scientifiques, il y a tout un tas de mécanismes et d'actions qu'on peut mettre en œuvre pour éliminer les risques, hein, éviter cette probabilité qu'un danger touche et porte atteinte physiquement, psychologiquement, socialement aux personnes. Alors, il y a toute une batterie de choses. D'abord, les normes et les règles, les réglementations, elles capitalisent un savoir. Ce sont des ressources. Il ne faut pas, il faut absolument se tourner vers ça pour faire de la prévention. On peut ensuite réfléchir à comment fixer des règles de sécurité qui soient propres à l'entreprise, à l'activité de travail qui est réalisée. Est-ce qu'il y a du risque routier, du risque en hauteur? Et fixer des règles de sécurité, réfléchir aussi aux règles de l'organisation du travail qui risquent d'accentuer l'expression de ces dangers présents ou non. Et puis, il y a, au-delà de l'État, il y a des institutions et il y a des professionnels, des risques professionnels, notamment le médecin du travail. Toute entreprise a un interlocuteur, qu'elle soit toute petite ou très grande, au travers du médecin du travail. Et puis, il y a des préventeurs. Et pour les grandes entreprises, des préventeurs qui sont présents en interne. Bref, former, informer, communiquer sur les risques, c'est une base d'ailleurs qui est attendue dans les cadres réglementaires mis en place et qui sont des manières d'être actifs et proactifs en matière de prévention professionnelle. Il ne faut pas oublier, on a un document unique, ça a été un progrès d'inciter chaque entreprise, sans attendre l'expression d'un problème de santé au travail, a priori, d'identifier ces risques, de les évaluer et en interne, de réfléchir à ce qui serait bien de mettre en place pour diminuer les risques qui sont présents, parce qu'il y a toujours des risques qu'on ne peut pas éliminer. Et le must, c'est d'arriver à développer une culture de sécurité, c'est-à-dire l'idée que la prévention, eh ben, c'est une évidence, qu'on en parle au quotidien et que c'est une préoccupation partagée depuis le plus haut de l'organisation du travail jusqu'aux ouvriers et que l'on développe un savoir sur les risques professionnels qui sont propres à son activité. Donc, on sait très bien identifier quand il y a de la culture de sécurité ou non. Voilà. L'idée aussi, c'est de faire quand on cherche des solutions, trouver des solutions qui sont collectives. Par exemple, repenser l'architecture, les aménagements de bureaux, ça concernera tout le monde. Et éviter ou prendre en dernière option les équipements de protection individuelle qui sont certes utiles et efficaces, mais qui laissent une proximité entre la personne et le danger. Donc, il y a vraiment des tas de ressources qui se complètent et à un problème, un risque professionnel donné, on peut composer selon ces différentes ressources, en tout cas. Donc, c'est tout à fait, par contre, un effort continu à faire, une réflexion, c'est jamais acquis parce que le monde du travail évolue, les personnes évoluent, et donc c'est une réflexion un petit peu continue à avoir une fois qu'on connaît ces risques professionnels qui sont présents dans l'entreprise. Alors, même quand on fait ça, il reste toujours des risques. D'abord, dans toute situation de travail, il y a plusieurs types de risques, hein. Des risques psychosociaux, des risques physiques. Potentiellement, il y a toujours des risques
quand on a mis tout en œuvre, quand on a identifié, quand on a agi, il reste des risques qu'il convient de prendre en charge, et notamment, risque très important pour transition pro, eh bien des fois, il y a une pénibilité qui incombe aux situations de travail, qui correspond à des risques qui sont mesurables, mais qui sont graves. Cette pénibilité, elle existe, hein. Par exemple, les gens qui travaillent en milieu aquatique, hein, donc sous des pressions importantes, bah, de toute façon, les salariés qui plongent, par exemple, auront ce risque hyperbare. On peut travailler tout ce qu'on peut, on peut travailler les équipements. Il y a cette dimension. Donc, il y a donc des risques qui relèvent de la pénibilité, qui sont des contraintes physiques marquées, qui peuvent être liées à un environnement physique agressif ou qui peuvent être liées à des rythmes de travail, notamment le travail posté, les 3-8, tout ce type de risque de travail qui à la fois amène à vivre avec des horaires des fois décalés, qui implique du travail de nuit, eh bien, faute de pouvoir les éliminer, la société assume de les prendre en charge, de les reconnaître et d'apporter des réponses. Euh, euh, ce- Tous ces risques qui relèvent de la pénibilité, il y en a quelques exemples. Vous avez la répétitivité. Ils sont décrits dans des tableaux précis, donc avec des critères. Vous voyez, pour la répétitivité, il s'agit de 900 heures par an de travail qui est soumis à cette répétitivité. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, ça reste des risques forts. Et bien évidemment, on souhaite surtout pouvoir les éliminer, mais quand on ne peut pas les éliminer, il faut traiter cette question, reconnaître cette question. Et donc, vous avez quelques exemples, le travail en milieu hyperbare, le travail posté et le travail de nuit avec des critères importants, hein. On est à 120 nuits par an. Alors, il faut suivre l'évolution des tableaux parce que des fois, dans la négociation sociale, ces critères évoluent un petit peu, mais c'est des critères importants. On peut noter aussi qu'il y a le travail en température extrême qui relève aussi de ces critères. En tout cas, vous pouvez vous référencer sur Internet, on trouve ces critères-là qui sont tout à fait réglés et définis. Voilà. Alors, euh, je suis ergonome, hein, donc bien évidemment, tous les risques qui relèvent de la pénibilité, moi, je souhaite les éliminer. Et puis, même quand on les a éliminés, il en reste. Alors, il en reste de deux types. Il reste un type de risque donc que j'ai dit au-delà de la pénibilité, qui sont mesurables et qui restent délétères pour la santé, mais qui sont infrapathologiques par rapport à ce que l'on connaît de la pénibilité, hein. Donc là, bah, c'est clair, hein, il faut retroucher ses manches, aller faire de la métrologie, identifier à quoi sont soumises les personnes, euh, quantifier, comprendre les risques. Ici, un risque de vibration, de bruit, on peut identifier plein de risques. Et utilisons les données dont on dispose, les connaissances sur le fonctionnement de l'homme au travail pour comprendre les risques et après réfléchir et les éliminer. Donc ça, c'est un peu... Donc vous voyez, il y a différents types de risques, ceux de la pénibilité, ceux qui relèvent de connaissances assez bien établies où on peut bien les identifier. Et puis on a des risques, on est un petit peu plus en difficulté parce que il faut aller encore plus aller voir dans les situations de travail. C'est là où l'ergonomie vient un peu prolonger l'apport des connaissances en matière de prévention des risques professionnels. Et on peut... alors c'est pas nouveau, hein, d'ailleurs, cette approche ergonomique. Et puis en dehors de l'ergonomie, le monde industriel fait du retour d'expérience, hein, c'est très important, a l'habitude de faire des visites
pour identifier, a l'habitude de développer du partage d'expérience, eh ben, tout ce mode d'action reste pertinent aujourd'hui. Et l'analyse de l'activité peut apporter un regard un petit peu plus outillé pour aller regarder la réalité des risques. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les expositions réelles. Par exemple, on peut avoir deux équipes qui travaillent. Il y en a une où les gens ont du plomb dans le sang et une autre, ils font la même chose, l'équipe fait la même chose, ils n'ont pas de plomb dans le sang. Bon, bah là, il faut aller voir comment ils travaillent. Je vous parle d'un cas, hein, enfin, il y en a des tonnes des cas. On a les mêmes situations, le même métier, la même production et des indicateurs de santé qui sont différents. Eh bien, justement, il faut aller comprendre l'exposition réelle, hein, la façon dont les gens en présence du danger vont gérer. Dans ce cas-là, les salariés ayant peur de polluer l'environnement, ayant peur que l'usine ferme, fermer eux-mêmes les ventilations qui permettaient d'évacuer les vapeurs. On est dans une fonderie dans la vallée du Rhône, sur cet exemple. Et puis après, on a des risques qui ne relèvent pas d'une métrologie, qui sont notamment les risques psychosociaux, qui relèvent de ce qui est perçu et vécu, qui portent atteinte à la personne et qui ne relèvent pas d'une métrologie parce que une même personne à un moment donné peut vivre la situation de façon très, très différente, comme bouleversante pour elle ou absolument pas. Voilà. Donc, on a tout le registre des troubles psychosociaux avec des facteurs de risque qui sont très connus, qu'on sait caractériser. Et on a les troubles musculo-squelettiques où une fois que l'on a traité les problématiques biomécaniques, on sait très bien que les risques psychosociaux ont une influence sur l'expression des troubles musculo-squelettiques parce que physiquement, on va vivre autrement, parce que le stress modifie notre propre fonction hormonale, notre propre physiologie. Et donc, on a besoin de prolonger, lorsque les solutions sur étagère ne fonctionnent pas, d'aller voir la réalité des choses pour comprendre les charges de travail effectives, pour comprendre les arbitrages que les gens font et qui se font dans le huis clos de notre propre travail, chacun, et qui peuvent être coûteux pour notre santé, mais qui ne sont absolument pas forcément observables. Et donc, pour finir, je voudrais vous parler donc de que va faire un ergonome. Un ergonome, il va essayer d'apporter une réflexion sur pourquoi ce travail pour lequel on pense avoir fait plein de choses utiles, efficaces, et pourquoi finalement on a toujours des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques, des RPS. Eh bien, une des clés de l'explication, c'est que entre ce qui est prescrit du travail, hein, on définit une tâche, on dit ce que les gens doivent faire, on considère que tel travail se fait dans telle condition déterminée, puis on fixe des objectifs de performance, hein. Le but de l'entreprise, c'est de produire. Eh bien, en fait, il y a un écart entre ce travail prescrit et ce que les gens vont rencontrer effectivement. Il y a toujours des aléas. Il y a toujours des conditions réelles qui dépassent largement les conditions déterminées. Et puis, on demande aux gens de faire quelque chose. Par exemple, dans les métiers d'aide sociale, on sait que les gens, on leur demande de traiter des dossiers. Mais en fait, pour eux, le sens du travail, c'est d'apporter une relation humaine dans la relation de service. Et finalement, on ne prend pas forcément en compte cet aspect-là. Et donc, si on voit et qu'on comprend finalement cet écart qu'il y a entre ce que l'on demande aux gens tels qu'on l'a pensé, hein, du mieux possible, mais quand on va voir la réalité, on va voir que les gens sont soumis à certaines choses auxquelles on n'a pas pensé. Et donc, on va voir qu'ils se débrouillent, ils produisent, mais ils font des arbitrages qui parfois portent atteinte à leur santé ou les exposent à du risque psychosocial, à du risque physique. Et donc, pour finir presque, on part donc de ce qui est effectivement réalisé. En général, quand on a des risques à la santé, on va avoir un effet sur la santé. Et parce que quand les gens se débrouillent
à faire face à ce qu'ils rencontrent dans la réalité de leur travail, ben, il y a des effets sur eux. Et face à ces effets, ils vont modifier leur façon de travailler. Donc, il y a un ensemble de régulations que les gens font par rapport aux atteintes physiques, psychosociales qu'ils reçoivent. Ben, on fait des arbitrages, on essaye de maintenir la performance. Des fois, on n'arrive plus à la maintenir. Et quand on comprend ces arbitrages qu'on fait, qui ne sont pas souvent visibles, attention sur le risque psychosocial, sur les suicides au travail, c'est des fois des choses qui surprennent tout le monde. Parce que la difficulté, c'est qu'on régule, on prend sur soi au travail. Et puis, l'atteinte à la santé, elle se révèle. Donc, le but de l'analyse de l'activité, c'est d'aller en situation, voir les arbitrages que les gens font au quotidien avant que les choses n'aillent mal. On est dans la prévention, il faut anticiper, essayer de comprendre les régulations que les gens font, comprendre en quoi elles leur apportent du plaisir, hein, parce que le travail, c'est aussi une source de plaisir, une source de développement, et puis comprendre aussi pourquoi à un certain moment, eh bien, la santé physique ou mentale peut être atteinte. Et sachant que cette activité, elle se construit dans un cadre, le travail qui est donné, les objectifs qui sont donnés, les moyens qui sont donnés, elle se construit aussi en rapport avec ce que l'on est, chacun d'entre nous, en fonction de notre âge, notre expérience, euh, en fonction de nos compétences, de notre parcours professionnel, de notre trajectoire dans différents emplois. Et donc, en allant comprendre les régulations que les gens font, on peut trouver des bonnes idées d'action en changeant les caractéristiques du travail prescrit, en changeant l'organisation du travail, en apportant des ressources matérielles, intellectuelles par la formation aux personnes qui sont en charge de l'activité réelle et qui héritent de toutes les décisions, qu'elles soient politiques, qui s'inscrivent par des normes à respecter dans leur travail, par toutes les décisions du chef d'entreprise, de l'encadrant, et finalement, bah, celui qui réalise le travail, il a à la fois un ensemble, un cadre qui l'aide et un cadre qui peut des fois le contraindre. Voilà. Donc, vous voyez, on a des connaissances établies, on sait ce qu'est la pénibilité, on sait mesurer des risques, on a plein de connaissances sur ces risques avec des connaissances scientifiques. Et puis, on va prolonger quand on voit encore qu'il y a des atteintes à la santé, ces analyses de situation de travail qui vont permettre notamment de trouver, de proposer des solutions adaptées au cas par cas. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que le but, que toutes les actions comptent, il n'y a pas de petites et de grandes actions, que le but, c'est d'éliminer la pénibilité. Désolé pour vous, hein, transition pro, et d'éliminer les risques. Euh, on est dans un contexte de transition du monde du travail, de nouvelles exigences écologiques qui s'imposent aux salariés, d'introduction de nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, hein, quand même. Il ne faut pas en avoir peur. Il nous revient d'être acteurs de ces transitions et de penser en même temps que ces transitions à la question des risques, avec des risques pour lesquels on a acquis des connaissances, mais on aura certainement des surprises, avec des risques nouveaux qui vont émerger pour lesquels on n'a pas encore capitalisé de connaissances. Quelle que soit votre place dans l'entreprise, eh bien, vous avez un rôle, une responsabilité et des marges de manœuvre pour traiter la question des risques professionnels. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Virginie Nègre ou Mathias, je ne sais pas si vous voulez, je vous laisse prendre la main sur la suite du webinaire. Alors, merci beaucoup Irène pour cette intervention. Je vais me permettre de présenter avant tout Virginie. Donc, Madame Virginie Nègre, qui est responsable du service santé au travail au sein de la DRETS Occitanie, qui va nous parler du plan régional de santé au travail et faire un focus sur 4 des 5 axes qui sont développés dans ce plan.
Je vous laisse prendre la main, Madame Nègre, sur la suite de la présentation. Merci beaucoup pour votre participation. Oui, donc je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette conférence. Effectivement, je suis Virginie Nègre, hein, je suis responsable du service santé et sécurité au travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et je m'occupe notamment du plan régional santé-travail et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je suis ravie de l'intervention d'Irène Gaillard puisque elle a parlé de prévention primaire, de l'anticipation plutôt que de la réparation. Elle a parlé performance de l'entreprise, elle a parlé évaluation des risques et travail réel. Et du coup, je dirais que le plan régional santé-travail, c'est un petit peu la mise en musique de tout ça entre partenaires. Donc, c'est quoi le PRST? Je vais d'abord vous l'expliquer. Ensuite, je ferai un petit focus sur 4 axes qui me semblent qui sont essentiels, hein. D'abord, la prévention des accidents du travail graves et mortels, hein, qui est une priorité nationale et régionale pour tous les acteurs de la santé au travail. Ensuite, la prévention de la désinsertion professionnelle. Et qu'est-ce qui se cache sous ce terme, j'allais dire presque barbare, la PDP? Je vais vous parler aussi de dialogue social, puisque c'est très important pour mener des actions de prévention au sein de l'entreprise qu'il y ait un bon dialogue social. Et ensuite, un sujet majeur aujourd'hui, c'est la santé au travail des femmes. Alors, qu'est-ce que le PRST? Le PRST, Plan Régional Santé-Travail, découle du plan Santé-Travail qui est décidé au niveau national par le ministère du Travail et les partenaires et les acteurs de la prévention. C'est un plan qui vise à fédérer tous les acteurs de la prévention autour d'actions concrètes, communes. C'est, j'allais dire, le fruit d'une démarche collective à la fois au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, pour faire simple, les acteurs de la prévention se réunissent, définissent ensemble des axes de travail, hein, il y en a 5 en Occitanie, et définissent ensemble des actions opérationnelles. Alors, j'insiste sur le terme opérationnel, puisqu'on n'est pas là en tant qu'acteur de la prévention pour faire de la réunionite, mais bien pour se dire, notre cible aujourd'hui, c'est l'entreprise, et notamment la très petite entreprise et la petite et moyenne entreprise, puisque ça représente à peu près 86% de notre tissu économique en Occitanie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'entreprise pour que celle-ci mette en place des démarches de prévention et idéalement, comme le disait Madame Gaillard, pour insuffler une culture de prévention. Alors, le PRST, c'est qui? C'est beaucoup de monde. D'abord, l'État, hein, je l'ai dit, puisque c'est la DREETS qui anime et pilote ce plan, mais aussi des acteurs tels que l'ARACT, l'OPP-BTP, la MSA, les services de prévention et de santé au travail, des personnalités qualifiées aussi, hein, les CARSAT, l'AGFIP Cap Emploi pour toutes les démarches de la prévention de la désinsertion professionnelle, des relais tels que la CCI et aussi et surtout les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales qui nous aident à construire ce plan. Donc, ce plan représente à peu près plus d'une trentaine de partenaires pilotes. Chaque acteur pilote une action et, comme je vous l'ai dit, 5 axes et 16 actions. Donc, je vais rentrer peut-être dans le détail de quelques axes, mais je ne vais pas développer tout le plan. On pourra en avoir pour la journée. Moi, ça ne me gêne pas, mais je pense qu'on a un temps dédié. Donc, on va essayer d'être à la fois synthétique et pertinent. Le premier axe, je vous l'ai dit, c'est un axe transversal. Les accidents du travail graves et mortels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 2 personnes par jour qui meurent au travail. Il y a une nécessité de prendre en compte ces accidents et de lutter contre les accidents. On aurait tendance à penser aujourd'hui, en 2024, les accidents du travail graves et mortels n'existent plus ou peu. Ce n'est pas le cas. Et on se doit de tous se mobiliser autour de ce sujet majeur. Donc, moi, je souhaiterais vous parler d'abord d'une campagne nationale de communication que vous devez peut-être voir sur vos écrans de télévision ou des spots radio actuellement, puisque le ministère du Travail se mobilise aujourd'hui pour lutter
contre les accidents du travail graves et mortels et surtout lutter efficacement parce qu'ils souhaitent aujourd'hui aider les entreprises et accompagner les salariés pour que chaque jour, on puisse s'équiper, s'informer, se former et qu'il y ait le moins d'accidents possible. Donc, cette campagne, elle vise à la fois à informer et sensibiliser avec pédagogie les employeurs, les salariés et le grand public sur les accidents du travail, rappeler la responsabilité de l'entreprise dans la prévention des accidents, hein, Madame Gaillard y a fait référence, réaffirmer l'existence de mesures légales de prévention et de protection, et puis mieux reconnaître aussi les situations dangereuses, puisque parfois, quand on a le nez dans le guidon, on a du mal à savoir ce qui est dangereux et ce qui l'est moins. Donc, tout un dispositif de sensibilisation du grand public a été mis en place autour de spots publicitaires, d'une campagne presse, mais aussi d'une campagne digitale, mais aussi et surtout, et c'est là-dessus que j'insiste, des kits de sensibilisation ont été mis à la disposition des employeurs et des salariés avec des outils clés en main, que ce soit des affiches, des guides, des fiches pratiques, par exemple, le rôle du CSE en matière de santé et sécurité au travail pour accompagner les salariés, ou bien comment on accueille un intérimaire, pour mieux lui présenter l'entreprise et éviter les risques, comment on transmet le geste professionnel. Ce sont des fiches très concrètes, très opérationnelles pour aider l'employeur et aussi le salarié à prévenir les accidents du travail graves et mortels. Quand on parle accident du travail grave et mortel, nous, en Occitanie, on s'est dit qu'il fallait aussi travailler sur les publics dits vulnérables, c'est-à-dire les publics que sont les saisonniers, les intérimaires, mais aussi les jeunes en formation professionnelle, qui est un public particulièrement vulnérable. Il faut savoir que les salariés de 18 à 24 ans en formation professionnelle et en alternance au sein de l'entreprise ont 2 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés. Et ce qui fait souvent défaut, c'est l'accueil au poste de travail. Donc, l'âge, l'ancienneté dans le poste sont des facteurs d'exposition et de sinistralité. Ce que je vous dis, c'est factuel. Les jeunes qui démarrent dans l'entreprise sont plus exposés. C'est pourquoi on a souhaité travailler sur ces jeunes qui sont actuellement en alternance, et notamment la population des apprentis. Et on a souhaité aussi insister sur le rôle essentiel, la fonction essentielle du maître d'apprentissage au sein de l'entreprise, à la fois pour accueillir le jeune apprenant, mais pour aussi lui assurer la transmission des pratiques professionnelles en intégrant la sécurité au travail. Donc, un groupe de travail s'est créé autour de cette cible pour initier une démarche collective auprès de centres de formation des apprentis en direction à la fois des équipes éducatives, hein, que sont les enseignants en CFA, des entreprises accueillantes avec les maîtres d'apprentissage, mais aussi des apprentis. Et on a des relais aujourd'hui que sont les OPCO ou la FNADIR, qui est la Fédération nationale des directeurs de CFA, et on a mis en place des expérimentations. Mais on a souhaité aussi outiller, informer et former à la fois ces CFA, ces entreprises qui accueillent des alternants et aussi ces apprentis. Donc, on a plusieurs outils qu'on met à disposition du grand public, hein, sur notre site internet, à la fois, par exemple, une brochure qui rappelle les bases de la réglementation en matière d'apprentissage, que ce soit autour de la durée du travail, du contrat de travail, mais aussi de la santé et sécurité au travail. Mais on rappelle aussi à l'entreprise et au maître d'apprentissage, mais aussi à l'apprenti, quels sont ses relais. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un accident ou quand je me sens mal au travail? Quel est le rôle de l'inspection du travail, du service de prévention et de santé au travail? On relaie aussi, on déploie aussi les outils des partenaires, hein, je pense au tuto Prév de la CARSAT et notamment au tuto Prév Accueil qui explique comment accueillir l'apprenti en sécurité. Et puis, on propose aussi une campagne de communication dont je vous parlerai après. Donc, l'objectif, c'est d'abord
de cette campagne, c'est d'abord prévenir les risques en diffusant des messages clés de prévention, mais aussi faire connaître les actions et les outils du PRST. Et nous, on a orienté cette campagne vers la cible que sont les jeunes pour mieux les embarquer, mieux leur parler autour d'un petit personnage qu'on appelle Blue et qui est représenté en différentes situations de travail. On traite de la problématique des addictions, des violences sexistes et sexuelles au travail, mais aussi du risque chimique, du risque routier, des accidents du travail graves et mortels, de la chute ou bien de la qualité de vie et des conditions de travail. Ces affiches et des vidéos sont associées à ces affiches, sont à disposition du grand public sur notre site internet. Vous pouvez les mettre en salle de pause, les proposer sur vos réseaux sociaux. Elles sont assez imagées et elles permettent à tout un chacun de mieux appréhender les risques professionnels. Enfin, je souhaitais souligner qu'on propose un webinaire le 12 décembre pour mieux réussir, mieux accueillir les jeunes en formation professionnelle au sein de l'entreprise. Donc, vous avez les horaires et vous pourrez vous inscrire grâce à un lien qui vous sera proposé. Voilà en ce qui concerne la prévention des risques et notamment des accidents du travail graves et mortels. Le deuxième axe sur lequel je souhaitais insister, c'est la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Je vais commencer par quelques chiffres. 42,5% de la population totale en Occitanie a plus de 50 ans. 13 852 salariés ont été déclarés inaptes par les services de prévention et de santé au travail. 14,8% de la population active déclare être en situation de handicap en France et 2,9 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans disposent d'une reconnaissance administrative de leur handicap. On voit qu'on est dans un contexte où la question de la désinsertion professionnelle est majeure, notamment avec les derniers textes qui ont été votés. Alors, ça veut dire quoi? Prévenir la désinsertion professionnelle, ça veut dire comment bien vieillir au travail, comment faire en sorte de détecter précocement l'usure professionnelle afin de la prévenir et pas aboutir à des situations d'inaptitude au poste de travail. Et comment le faire? Il y a des acteurs qui sont mobilisables pour traiter de la désinsertion professionnelle. D'abord et en premier lieu, j'allais dire les services de prévention et de santé au travail qui sont des acteurs majeurs qui peuvent vous aider à traiter de situations de pénibilité au travail en prévention primaire, mais aussi des situations où le salarié se retrouve sur un poste de travail qu'il ne peut plus occuper pour des raisons à la fois physiques ou voire même psychiques. Comment on traite de ces situations? Comment on aménage un poste de travail? J'allais dire, la clé de voûte, c'est d'abord le service de prévention et de santé au travail, mais aussi il y a toute une myriade d'acteurs que sont Cap Emploi, l'AGFIP, l'ARAC, la MSA, l'assurance maladie, qui peuvent vous aider à vous, entreprise, à accompagner ces situations à travers des dispositifs d'aide, parce qu'il existe des aides, y compris financières, et je laisserai Transition Pro expliquer ce qu'ils peuvent proposer autour du fonds d'investissement, qui est le FIPU, pour vous aider à soit maintenir le salarié à son poste ou en poste au sein de votre entreprise. Donc ça, mais ce que je souhaiterais souligner avant tout, c'est que avant d'aboutir à ces situations, si on met en place une vraie culture de prévention au sein de l'entreprise, on n'aura peut-être pas à traiter ce type de situation au sein de l'entreprise. Donc, on a cet axe au sein du PRST, on propose des outils de coordination des acteurs du maintien dans l'emploi, mais aussi des outils tels que des webinaires. D'ailleurs, il y en a un qui est prévu aujourd'hui sur la prévention de la désinsertion professionnelle et qui sera disponible en replay sur notre site internet. Voilà en ce qui concerne la prévention de la désinsertion professionnelle. Un autre axe qui est majeur pour aborder la question de la prévention des risques et
est l'axe du dialogue social au service de la santé au travail. Pour mettre en place une culture de prévention au sein de l'entreprise, il y a des acteurs que sont les représentants des salariés à travers le comité social et économique. Et dans le cadre du plan régional santé-travail, les partenaires sociaux eux-mêmes se sont dit comment nous, on peut aider le CSE à devenir un outil efficace sur les questions de santé et sécurité au travail. Comment on peut aider cette instance à investir le champ des conditions de travail, puisque c'est une instance qui a été créée il y a quelques années maintenant, mais qui est finalement assez récente, l'aider à faire un diagnostic, l'aider à regarder une situation de travail, l'aider à échanger avec son employeur. Donc, on a mis en place une étude d'action avec des entreprises en Occitanie qui ont accepté de travailler avec nous, un binôme paritaire employeur et représentant du personnel. Et on a construit avec eux des outils pratiques pour les CSE qu'on vous propose sur notre site Internet. Pour vous en tant que représentant du personnel ou vous en tant qu'employeur, comment on aide cette instance et le collectif de travail à traiter de situations de travail problématiques en termes de santé et sécurité au travail. Voilà. Alors, je vous invite à aller voir ces outils. Ils sont extrêmement opérationnels, extrêmement simples à utiliser avec un mode d'emploi. Et ils peuvent vous aider à mieux appréhender la question de la santé et sécurité au travail dans votre entreprise. Et enfin, et j'en terminerai par là, je parlerai santé au travail des femmes. Alors, à la mise en place du plan régional santé-travail 3, qui est le précédent PRST, on s'est dit, mais finalement, on va traiter de la santé au travail des femmes dans chaque action du PRST. Et parce que, bon, finalement, homme-femme, peu importe, c'est la même chose. En fait, quand on y regarde de plus près, les femmes ne sont pas exposées au même risque que les hommes. Hein. On parlait de troubles musculo-squelettiques tout à l'heure. Elles ne sont pas exposées au même type de TMS que les hommes. Elles ne sont pas non plus dans les mêmes secteurs d'activité que les hommes. Hein. Elles sont beaucoup dans le médico-social, dans le service à la personne, et un peu moins dans des métiers tels que la maçonnerie, par exemple, ou des métiers comme les travaux publics. On les retrouve moins dans ces métiers-là. D'ailleurs, ces secteurs cherchent à embaucher des femmes. Donc, il nous a semblé utile, nécessaire, voire indispensable de mettre en place un vrai axe autour de la santé au travail des femmes. Et à travers cet axe, on aborde plein de questions, l'évaluation des risques différenciés, mais aussi la question des violences sexistes et sexuelles au travail en tant que risque professionnel à part entière. Alors, avant de commencer mon propos et de vous montrer un peu ce qu'on a fait et ce qu'on vous propose sur le sujet, je crois important de souligner que les VSST, violences sexistes et sexuelles au travail, ne concernent pas que les femmes, elles concernent aussi les hommes, mais elles concernent majoritairement les femmes. Voilà. Donc, on a eu la chance en Occitanie de bénéficier d'une subvention du ministère du Travail pour traiter de la question des violences sexistes et sexuelles au travail. Grâce à cette subvention, on a pu travailler avec une association qui s'appelle ID3. On a d'abord proposé aux préventeurs des journées pour qu'ils puissent mieux appréhender les violences sexistes et sexuelles au travail, puisque quand on y regarde de plus près, c'est pas si simple de savoir ce que ça veut dire VSST. VSST, ça recoupe les agissements sexistes, ça recoupe le harcèlement sexuel, mais aussi l'agression sexuelle. Et quand on parle agissement sexiste, on se demande, tiens, la blague que j'ai fait hier à mon collègue de bureau sur les blondes, est-ce que c'est un agissement sexiste? Alors là, je vous dis oui, c'est un agissement sexiste, mais ce n'est pas forcément facile à appréhender. Donc, on a souhaité d'abord outiller les préventeurs, savoir ce qu'est une VSST ou ce qui n'est pas une violence sexiste et sexuelle au travail, comment on accompagne l'entreprise pour traiter de cette situation sur un sujet qui est aujourd'hui pas complètement clair pour tout le monde, comment on évalue ce risque-là,
comment on traite ce risque-là quand on rencontre des situations en entreprise. Donc, comment on mène une enquête interne au sein d'une entreprise. On a d'abord outillé les préventeurs et en même temps, on a mis en place un outillage sur des fiches réflexes, un diagnostic, une méthodologie pour aider l'entreprise, pour accompagner l'entreprise à appréhender ce risque. D'ailleurs, tous ces outils, ils sont plus d'une quinzaine, sont à disposition sur notre site internet. Et ensuite, on a fait le tour d'Occitanie pour outiller l'entreprise. On est allé dans chaque département pour proposer des actions de sensibilisation, des matinales de sensibilisation autour de ce risque. Et ensuite, on a proposé 2 webinaires en ligne pour ceux qui n'avaient pas pu assister à ces séances où ont assisté plus de 200 participants. Donc, ces webinaires sont en replay également sur notre site internet. Donc, tous ces outils, bien entendu, sont à votre disposition. Au final, en Occitanie, on a sensibilisé plus de 700 personnes à ce risque professionnel en 2 ans. Et on poursuit notre action puisque dès l'an prochain, on va mettre en place des réseaux départementaux de préventeurs pour répondre aux besoins des entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui est en difficulté ou qui souhaite évaluer ce risque, à qui elle peut faire appel au sein de son service de santé au travail, auprès d'agents de la CARSAT ou de l'inspection du travail. Et puis, on s'est dit qu'il y avait un public peut-être un petit peu cible et on souhaite proposer des outils à ce public que sont les jeunes en formation professionnelle, puisque c'est en sensibilisant les futurs salariés et employeurs qu'on pourra diffuser une culture de prévention autour de ce sujet. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé mon propos. Bon, il faut savoir que le PRST, c'est beaucoup plus que tout ce que je vous ai dit. J'ai fait le choix de vous présenter 4 des axes majeurs du PRST, mais le PRST traite aussi à la fois des risques routiers, des chutes de hauteur, du risque chimique, des risques psychosociaux, de la qualité de vie et des conditions de travail, de l'attractivité des métiers. Donc, du risque d'addiction en milieu professionnel avec une myriade d'outils sur notre site internet, mais aussi beaucoup d'actions de prévention qui sont proposées à la fois en présentiel et en distanciel pour le grand public et notamment le public entreprise. J'espère avoir tenu mon temps de parole. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et cette vision un peu plus peut-être politique de la prévention des risques, des risques professionnels. Pour conclure vos 2 interventions, je dirais peut-être qu'il y a deux points clés. C'est la sensibilisation et la prévention par la formation, l'information, la communication qui permettent de développer à la fois de la prévention, mais aussi une culture de la prévention des risques professionnels pour les éviter le plus en amont possible. Et bien sûr, une responsabilité partagée dans cette prévention des risques professionnels qui incombe bien sûr à l'entreprise, mais aussi une responsabilité individuelle et le rôle fondamental du dialogue social dans tout cela. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé votre expertise. De mon côté, je souhaitais vous présenter les dispositifs que Transition Pro a à disposition pour prévenir les risques professionnels. Ils sont au nombre de 2. Donc, Transition Pro, très rapidement, est financière de la formation professionnelle et c'est une organisation paritaire qui permet de financer la reconversion des salariés du secteur privé. Très vite, la notion des risques professionnels chez Transition Pro Occitanie, nous les avons découpés ainsi. Nous avons un dispositif prévention, usure, reconversion qui est associé au compte C2P qui prévient les risques au titre d'un environnement physique agressif tel que le milieu hyperbare, comme évoqué par Irène tout à l'heure, les températures extrêmes ou le bruit, ou au titre du rythme du travail.
soit le travail de nuit dans les conditions de l'article du Code du travail qui s'y réfère, soit le travail en équipe successive alternante, soit le travail répétitif. Ces risques professionnels, lorsque les salariés y sont exposés au-delà d'un certain seuil, ouvrent le droit à un cumul de points sur le compte C2P qui peut se retranscrire par un financement d'une reconversion ou d'un accompagnement en tout cas chez Transition Pro Occitanie. Il y a des risques qui sont exclus de ce compte C2P qui est alimenté par l'employeur et qui sont associés au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle tel qu'il est évoqué par Virginie tout à l'heure, et ce sont des risques qui ont attrait à des contraintes physiques marquées, ou plus communément appelés chez nous risques ergonomiques, soit la manutention manuelle de charges lourdes ou encombrantes, les postures pénibles telles que définies comme étant des postures forcées pour des articulations. Un exemple simple, devoir lever les bras au-dessus de la tête qui fait forcer les articulations des épaules. Ou les vibrations mécaniques, comme Irène en parlait tout à l'heure, utiliser un marteau-piqueur par exemple. Et donc là, c'est le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qui prend le relais pour financer la reconversion. Très rapidement sur le compte C2P, c'est une déclaration qui est faite par l'employeur. Chaque salarié en a un qui est alimenté ou non en fonction de s'il est exposé ou non à un risque professionnel. Vous pouvez tout un chacun vérifier cela sur le site dédié. Il permet de financer 4 types d'actions. 2 actions qui ne sont pas gérées par Transition Pro Occitanie, soit demander un passage à temps partiel avec maintien de salaire ou demander un départ anticipé à la retraite dans la limite de 8 trimestres. Et il y a ensuite la possibilité de se faire financer des actions de formation professionnelle pour avoir accès à un emploi moins exposé aux facteurs de risque professionnel, tout en sachant que les 20 premiers points du compte C2P sont réservés à la formation. Le mécanisme du PUR, donc prévention, usure, reconversion, est le suivant. Il peut permettre le financement d'un bilan de compétences, d'une VAE et ou d'une formation, de 1 à 3 actions, mais toujours dans cet ordre, qui est dédié aux salariés du secteur privé rattachés au régime général de la sécurité sociale ou à la MSA et qui possèdent un compte C2P et qui souhaitent se reconvertir vers un métier qui n'est pas exposé à un risque professionnel, qu'il soit ergonomique ou lié aux conditions de travail, comme nous avons vu tout à l'heure, ou à un milieu professionnel agressif. Il faut obligatoirement se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle dans la constitution de ce dossier. Un point C2P cotisé se traduit par 500 € abondés sur le CPF. Il y a 2 cas, soit les crédits C2P sont suffisants pour financer le bilan de compétences et ou la VAE et ou la formation, auquel cas la personne est éligible de plein droit et Transition Pro Occitanie seulement instruit le dossier et le présente en commission où il est validé de plein droit, soit les crédits ne sont pas suffisants et Transition Pro Occitanie peut cofinancer l'action de formation seulement avec un passage auprès de la commission paritaire qui statue de l'acceptation ou non de ce cofinancement. Et enfin, qu'est-ce qui est pris en charge? Ce sont les frais pédagogiques, la rémunération et les frais annexes, avec des effets de seuil, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Concernant le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, nous on parle d'un projet de transition professionnelle adapté. C'est notre dispositif phare qui permet de financer la reconversion des salariés. Et il permet en fait de reconvertir des personnes qui sont soumises à des risques ergonomiques. Les conditions, c'est d'être éligible au projet de transition professionnelle et d'exercer un métier qui soit exposé à un risque ergonomique. C'est un repérage qui est fait par Transition Pro, par Stéphanie et moi-même d'ailleurs. Nous appelons les employeurs qui nous confirment l'exposition à un risque professionnel de leurs salariés.
parmi une liste de métiers qui sont potentiellement exposés. Et nous demandons à l'employeur un cofinancement à hauteur de 5% des frais pédagogiques, ce qui est un cofinancement minime compte tenu du coût d'un dossier de reconversion, mais qui permet finalement de financer une reconversion d'une personne qui ira vers un métier qui n'est pas exposé aux facteurs de risque professionnel. C'est une vraie action de prévention et qui intervient en amont de l'apparition de maladies professionnelles et qui peut vraiment servir à la santé des salariés dans les entreprises, notamment dans un contexte d'allongement de la vie au travail. L'articulation avec le CEP est la suivante, il n'y en a pas, puisque c'est destiné aux salariés qui ne possèdent pas de compte C2P. S'il y a un compte C2P, on bascule vers un PUR. Donc voilà pour cet exposé. Stéphanie et moi, nous souhaitions vous remercier à toutes et tous d'avoir participé à l'événement, même si nous avons un tout petit peu dépassé, mais dans 5 minutes, cela reste raisonnable. Merci d'avoir pris sur votre pause méridienne pour venir découvrir ces interventions très éclairantes sur ces sujets. On souhaitait que cette vision à la fois bien ergonomique, cette vision un peu plus politique, mais pas que politique, puisque très opérationnelle dans la prévention, et aussi ce petit focus sur les dispositifs de reconversion professionnelle vous auront éclairé du sujet. Une excellente journée à toutes et tous, et encore merci à nos intervenantes pour votre participation.